On a cherché divers moyens de vous présenter Max Ophuls. Moi, j'ai pensé que le plus simple était de revenir sur les lieux de tournage d'un de ses plus beaux films, Le Plaisir, en compagnie d'Oula de Colstoun, son assistante personnelle. Nous partons sur les chemins de la Suisse normande, les chemins de sa maison Tellier. Au retour, nous nous arrêterons à Chevreuse, là où vécut le cinéaste. Nous allons faire une petite promenade dans le temps, un demi-siècle. J'ai toujours aimé la mémoire, les souvenirs. Je suis ravi de marcher à vos côtés, même si vous devinez mon angoisse. Le passé est mélancolique, l'avenir est inconnu. Quant au présent, enfin nous verrons bien. Le fait de me promener comme ça dans la forêt, ça me rappelle les longues promenades qu'on faisait. Presque toujours en silence. Mais on marchait. Et d'ailleurs, en voiture, c'était la même chose. On faisait des voyages de Paris à Munich, souvent sans échanger plus de 10 phrases. Et toujours de longues silences, de longs silences. Il adorait se promener en forêt. Il adorait marcher. Et je revois Daniel Darieux, sa taille si fine, ses épaules de rêve, ses attentions touchantes vers le client, mettant de la grâce jusque dans une vulgarité réinventée, ne cessant de chanter que pour boire et de boire que pour chanter. Immuable cigarette au bec, ses larmes contagieuses dans l'église, sa délicate tristesse devant l'enfance retrouvée, et j'entends encore, au milieu des chants redécorés par Ophuls, le merci, moment unique, qu'elle adresse à Gabin en réponse à ses excuses. Il est peut-être essentiellement musicien. Il est un cinéaste musicien. Je pense que chacun de ses plans est fait comme des notes sur une portée. Et il a vraisemblablement le sens de la métrique, comme ça, de la mesure absolue. Et il a l'oreille absolue. Pourquoi est-ce qu'Ophuls a choisi, pour filmer la Normandie, une zone, là c'est ce qu'on appelle la Suisse normande, qui ressemble aussi peu à la Normandie de Maupassant, qui est le pays de Caux, qui est tout plat. Il vous en a parlé de ça Non, il n'a jamais parlé. Et si vous voulez une réponse à votre question, il faut aller trouver Max et le lui donner. Non, mais parce que c'est extraordinaire de venir et en Normandie de trouver comme ça des paysages complètement vallonnés, qui ne sont pas normandes. Oui. Non, mais c'est plus que ça. Je veux dire, moi, ça me rappelle en fait quelque part les paysages qu'il utilisait à la fin des années 30 pour Werther, par exemple. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il est en train de... Il se recompose Maupassant, mais en l'installant dans une espèce de Rhénanie idéale. Non, pas Rhénanie. Pas Rhénanie, non, pas Rhénanie. Est-ce qu'il trouvait le pays de Caux trop austère pour le thème? Peut-être. Puis je crois qu'il Mais je n'ai pas de réponse. Mais je crois qu'il y a que des hypothèses. Une chose en tout cas, enfin, si on regarde les décors d'Ophuls, c'est qu'il ne supporte pas que les choses soient planes. Il faut que ça monte et que ça descende. Il faut qu'un mouvement anime. C'est ce que j'allais dire. Une fois de plus, c'est le mouvement. Ah ouais.
Et ce qui est extraordinaire à ce moment-là, si on songe au plaisir, c'est que justement la fin du plaisir, quand tout est désespéré, quand il n'y a plus de mouvement parce que c'est le fauteuil d'un film, c'est la plage et c'est tout plat. Oui, c'est tout plat. Et quelque Il y a part, que les effectivement, tout ce paysage tellement mouvementé qu'on a ici et qui ne ressemble pas vraiment à la Normandie, mais c'est l'antithèse de la plage de la fin. Oui. C'est- Oui, vous avez tout à fait raison. C'est gentil ça. Et comment ça se passait le rapport d'Ophuls avec la langue française? Parce qu'il a toujours des dialogues de qualité extrême. Et quand on regarde ses notes en général étaient prises en allemand. Oui, Alors, ben, le premier jet qu'il dictait, était en allemand. ouais. Traduction ou là, C'était beaucoup et de ça, traduction. et ça allait chez Nathanson, qui lui mettait ça en bon français. Et qui polissait le dialogue. Non, puisque le dialogue, parfois, c'était après, ça pouvait être à char. Ça pouvait Oui, mais enfin, le système était toujours le même. Il dictait en allemand, je le traduisais, et puis ça allait. Et puis après, il discutait directement avec l'auteur, avec Nathanson ou Achard. Et alors, et les tournages, par exemple, les tournages en Normandie, vous y êtes venu quand même? Oui, 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 j'y étais. Je veux dire, vous accompagnez Ophuls sur tous les tournages quand même. Ah oui, tout à fait. Mais quel était votre rôle là? Parce que il y avait par ailleurs une script, Ah donc oui, c'était mais il pas y avait du tout de cet toujours ordre-là. J'ai toujours en dehors de l'équipe proprement dite. Mhm. Enfin, C'est-à-dire, j'étais là à côté de lui, Vous étiez plutôt derrière lui. Et puis, s'il avait besoin de quelque chose. c'est ça, c'est ce qu'on appellera maintenant une assistante personnelle, C'est ça. par C'est opposition ce à que- l'assistant de réalisation. Oui. Mais ça, il a dû être un des premiers à imposer ce rôle-là Ah, mais ça, dans les équipes il l'a françaises. ramené d'Amérique. Ben oui, justement. Aux États-Unis, ça se faisait. C'est ça, voilà. Donc, Ouais. vous avez été une première en France. Je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup d'autres. Parce que, en général, les metteurs en scène travaillaient avec leur script. On va regarder les photos là du Ah oui. film. Du film. Alors vous voyez là donc la charrette à gerbe avec le cheval blanc. Oui. Et puis là c'est mon père. Non, c'est Gabin. Non c'est mon père là, c'est la doublure. Ah, c'est le faux Oui, Gabin. c'est le faux Gabin. Mais on a l'impression ça, qu'il a c'est- une cigarette. Mais apparemment il fumait pas, alors donc je pense pas que c'est une cigarette. Ah, ben, Par c'est contre il a qu'il une est petite fleur au chapeau. Oui, mais elle n'est peut-être pas allumée. Non elle est pas allumée, je Hein? sais pas. Non, je crois pas. Et alors les Ah oui, dames c'est là on curieux voit de pas qui retrouver c'est. des Ah, photos des de cette époque-là. Ouais, c'est super. Ouais, là, donc, la charrette à gerbe. Les fleurs, qui c'est l'actrice là, vous la connaissez? Qui est ici? Je ne vois pas très bien. Oh, ça doit être Mila Parelli. Ah, c'est possible. Oui. Ah, Mila Parelli. Ah là, ça c'est vous, je vous reconnais. Oh là là, avec 50 ans de moins. Oui, oui, oui. Ouais. Mais vous n'avez pas changé. Oh, merci du compliment, merci. Là, Ah mais oui. je sais pas où Ah c'est, oui. ça doit être... Ah, je vois pas. Bah, c'est dans le champ. Hein. Oui, oui. Ah, ça, Ça, c'est Daniel. Paulette. Daniel, Ah, ça, Daniel c'est Darrieux. Daniel. Ah oui, elle était magnifique, hein, une robe superbe. Oui, Ah, dites donc. c'est une belle femme. C'est vous qui êtes ici? Non, je crois pas. Oui, une dame ici, là. Non, je crois pas que Non, ce non. soit moi. Non, je crois pas. Je sais pas qui c'est. Là encore. Oh, ça doit être des habilleuses.
Et ça, c'est ou Madeleine Renaud ou Paulette Dubos. Et ça, c'est deux célèbres inconnus, je ne sais pas qui c'est. Je vois pas du tout. Ça, c'est En costume. Paulette. Non, ils sont pas en costume, ils sont en complet veston. Je pense que c'est des visiteurs. Oui, la dame, elle Ça, ressemble oui, ici à la dame qui est de l'épicerie, là. À Hélène. Ah, voilà la carriole. charrette avec ces dames. Les deux charrettes, c'est la Max. Ah, c'est la charrette à Max, oui. La Chevrolet rouge. Oui. Et- Les dames, là. Madeleine Renaud, Casatsu. Ah oui, elle était costaud, là. Et ça doit être Daniel Dedo. Mhm. Et la charrette était bien décorée, beaucoup oui, de, oui, de oui. fleurs et tout. Ça, c'est la charrette aussi, en route. Hein. Ouais. Avec les fameux camions. Attends, c'est pas la voiture. Non, c'est un camion là qui devait porter les projecteurs et tout ça, je sais plus quoi. Là. Oui, ça c'était C'est un truc technique. Oui, ça sûrement, mais je me demandais si c'était le Ah, puis le caméraman qui était caméra. sur le capot. Non, Non, je c'est sais pas je ça. sais pas. Non, c'est bien. Et voilà, on est revenu au début à la première photo. Ah, mais c'est très amusant de revoir tout ça. Ah oui. Ah, là, vraiment superbe. Et bien on arrive à la chapelle. Voilà. Oui. Donc sous un temps magnifique, un petit matin de juillet, vous vous rendez compte, Calme. 50 ans après. Calme, très calme. Ah, oui, oui. Et dans la rosée. Dans la rosée. La chapelle En Germain. en Cherbourg. Nous sommes donc à la chapelle en Gerbole, 50 ans après le tournage du film Le Plaisir. Et là où j'étais acteur figurante du moins, avec mon frère. Et nous devions donc rentrer dans le cimetière et se diriger vers l'église. Là donc on nous voit quelques secondes à l'écran. Là on traverse en courant et puis nous rentrons donc ici. Voilà, dans ce film, il y avait donc mon frère et mon père également qui faisait les doublures de Jean Gabin dans certaines scènes et de Pierre Brasseur quand il faut sauter du train. Là, je me dirige dans l'église, mais à l'époque, les scènes n'étaient pas tournées dans l'église. On les voit juste rentrer dans cette église. Pour revenir sur les lieux du tournage, là, nous sommes à la chapelle en Gerbolde, où Ophuls a tourné les scènes de la première communion. Ça a quelque chose de très émouvant parce qu'on comprend comment Ophuls faisait ses choix de mise en scène. Pourquoi ce lieu, en dehors du cimetière qu'il utilise, mais ce lieu, c'est aussi un accès très en pente d'un côté, un autre accès très en pente de l'autre côté, et une multitude de petits chemins qui partent dans toutes les directions. Il y en a un ici, il y en a un autre plus haut, et qui font que la mise en scène peut être animée par des quantités de mouvements qui viennent d'un côté, de l'autre, entrent, sortent. Et en plus, la déclivité naturelle du terrain permet à Ophuls de trouver des angles tout à fait inhabituels, soit pour inscrire la croix, cette croix très ancienne qui vient s'inscrire sur le clocher, ou bien lorsqu'il va par exemple dans le film installer les femmes dans la charrette, et il les filme dans cette direction, ce qui fait que Daniel Darieux s'inscrit naturellement sur le clocher qui vient s'inscrire au fond de l'image. Alors bien entendu, ce qu'Ophuls trouve ici, c'est un extérieur, et puis l'intérieur de l'église, dans lequel il y a beaucoup de scènes, il ira le faire en studio à Paris. Bon, l'intérieur de l'église, évidemment, n'est pas celui du film, puisque celui-ci a été refait en studio. Mais je crois que ça vaut le coup de le regarder rapidement, parce que, en fait, il est beaucoup plus proche de ce qui est dans le film qu'on ne pourrait le croire. Ce qui est frappant, c'est de réaliser, en voyant l'intérieur de cette église, à quel point Daubonne, le décorateur, s'est réellement inspiré
de l'intérieur de la véritable église. Si on voit le jubé extrêmement chargé, très découpé. Paradoxalement, les critiques de l'époque ont beaucoup reproché à cette église du film d'être excessivement décorée. On l'a traitée de bavaroise, on l'a traitée de baroque. Et ce n'est pas la moindre surprise quand on rentre ici de s'apercevoir que finalement l'original était lui-même assez chargé. Ceci dit, l'accusation de baroque portée contre Fulls, et spécialement à propos du plaisir, n'a guère de sens ni d'intérêt, à mon avis. Parce que Fulls était un grand baroque, et ça ne fait pas doute. C'est quelqu'un qui était à la fois obsédé par la nécessité du mouvement et par l'inéluctabilité de l'immobilité. Et l'immobilité ultime, c'est la mort. Et quelque part, tout le plaisir est une espèce de grande danse macabre dont l'expression parfaite est justement le premier sketch, le masque. Mais ce baroque constant chez Ophuls, qui est celui du mouvement, qui est celui de la volute, des escaliers, des mouvements qui vont et viennent et qui s'annulent parce qu'ils ne vont nulle part, s'accompagne aussi chez Ophuls d'une aspiration absolue à un classicisme qui est absolument fait d'équilibre, qui est fait de rigueur, qui est fait de symétrie, exactement à l'image de cette grande symétrie qu'est la construction du film tout entier, en triptyque, et à l'image aussi de ce qui est la pièce de musique centrale du film. Après le galop du quadrille du masque, eh bien, sur quoi se construit l'harmonie retrouvée de la Maison Tellier? C'est sur la Veverum de Mozart, c'est-à-dire sur une pièce d'une ampleur absolument classique et d'une rigueur dans l'expression qui confine presque au dénuement. Ceci est un article du journal Le Bocage Normand, daté du 12 juillet 1951. Guy de Maupassant attendait le soleil à Pontécoulant. La petite route étroite, toute serrée dans ses bords d'herbe haute, mène à la ferme de la Yole. Les arbres en voûte sont si sombres qu'instinctivement l'on parle bas. Et la ferme est là. Une ferme comme les auteurs de films en construiraient une si celle-là n'existait pas. Des toits de chaume, 2 corps de bâtiment en angle droit avec une cour, des petites fenêtres, des petites portes en arche, un inimaginable pigeonnier de bois, un arbre magnifique, tordu, contorsionné, qui se penche sur le petit morceau de la petite rivière bordant un pré. Dans le pré, de belles meules de foin sur un fond d'arbres foncé. Une belle charrette du plus beau bleu, attelée d'un cheval du plus beau blanc. Passé le groupe de voitures hétéroclites rangées à l'entrée, voici que l'on nous renseigne. Avancez, tout le monde sont là.
De toute évidence, l'obligeante personne ne fait pas partie du groupe que nous cherchons. Elle a dit vrai pourtant, tout le monde sont là. Donc ça, c'est la ferme des Rivets qui est à peu près méconnaissable. Hein. Qui n'est plus du tout comme elle était à l'époque, parce que les toits, à l'époque, étaient en chaume. Voilà, alors qu'ici, on les assoit Soit de la tuile, soit soit de la tôle, soit de l'ardoise. L'ardoise, c'est un peu de tout. Et la cour elle-même a changé, évidemment. La cour a changé, elle n'était pas engazonnée comme ça. Le reste est pareil. Contre le bâtiment d'exploitation, il y a un nombre imposant de techniciens, d'opérateurs, de régisseurs, d'administrateurs, les maquilleuses, les habilleuses. Ils sont 65 à tenter de tourner à la faveur d'un rayon de soleil quelques scènes d'un prochain film qui s'appellera Le Plaisir et s'inspirera de plusieurs nouvelles de Maupassant. Le temps est orageux, lourd. Cependant, une petite lumière dans les nuages fait donner des ordres soudains. « Mesdames, s'il vous plaît. » Et les dames docilement vont dans le pré. Elles escaladent la haute charrette à gerbes et s'asseyent en un joli groupe. Jean Gabin, à l'avant, conduit l'attelage qui vient s'arrêter dans la cour de la ferme, où les poules ignorantes picorent rapidement le grain jeté pour les grouper à l'endroit voulu. Rien ne manque, ni les canards sur l'eau, ni même la lavandière. Monsieur Vautier, le propriétaire de la ferme, est réquisitionné lui aussi. Et sa moustache grise va bien à son costume vieux normand. Il reçoit les visiteurs et prend la bride du cheval. Le crocodile était donc la couverture. C'est un objet qui lui avait été offert par John Bennett un peu avant de quitter les États-Unis. Donc, c'était une couverture dans laquelle se trouvait son scénario personnel. Et en principe, il n'y avait que les pages du tournage prévues pour la journée, avec chaque fois intercalée une page blanche pour qu'il puisse faire des notes, noter ce qui lui passait par la tête, ou noter un éventuel changement, ou une petite modification, ou une idée qui lui passait par la tête qui n'avait rien à voir avec le film. Donc il fallait toujours récolter les pages blanches à la fin de la journée parce qu'il pouvait y avoir quelque chose de très important dessus. Bon voilà, c'est le crocodile et... cette bête-là, je l'avais toute la journée sous le bras. Et il y avait le fameux mot « Oula, le crocodile !» Le crocodile, il en avait toujours besoin. Il n'avait pas son scénario, lui, il était toujours là pour lui être présenté quand il en avait besoin. Ça, c'est le crocodile. J'ai l'impression que partout où on est allé, on s'est rendu compte que le décor naturel avait été sublimé, transformé de telle sorte qu'on était comme en studio. Oui, c'est tout à fait vrai. Il ne se contentait pas d'un décor naturel, il a ajouté la touche Ophuls. C'est un homme de studio. Ce n'est pas un homme de décor naturel tel que. Il fallait qu'il transforme ça, dans un certain sens, en décor. Vous avez ressenti ça? Complètement, oui, j'ai l'impression d'être dans le film et pas dans la Suisse normande Oui. 2002. 50 ans après. Voilà, donc là on se situe juste à Orval, au-dessus de la ferme qui servait de bar et où la procession passait sur le petit chemin en se dirigeant vers l'église, hein, donc pour la communion.
Juste au-dessus de cette ferme, on a trouvé donc le fameux champ de blé, qui est toujours en blé actuellement. Et donc on pense que c'est ici qu'a été tournée cette fameuse scène avec la carriole qui passe et qui se dirige vers l'église de la chapelle. Voilà, elle est juste derrière. Et puis de l'autre côté, là, on a aussi le champ de blé qui n'est pas fauché. Dedans, on a trouvé des marguerites et des bleuets. Voilà. Des vrais. Des vrais, oui, qui sont authentiques ceux-là. Et c'est là qu'on trouve le texte. Des deux côtés de la route, la campagne verte se déroulait. Les colzas en fleurs mettaient de place en place une grande nappe jaune, ondulante, où s'élevait une saine et puissante odeur. Une odeur pénétrante et douce, portée très loin par le vent. Et au milieu de ces plaines, colorées ainsi par les fleurs de la terre, la carriole, qui paraissait porter elle-même un bouquet de fleurs aux teintes plus ardentes, passait au trot du cheval blanc, disparaissait derrière les grands arbres d'une ferme pour reparaître au bout du feuillage et promener de nouveau à travers les récoltes jaunes et vertes, piquées de rouge et de bleu, cette éclatante charretée de femmes qui fuyaient sous le soleil. Ce qu'il y a d'unique dans le cinéma, c'est lorsque le film ne se ramène plus à son récit. C'est autre chose. Et chez Ophuls, pour le coup, par rapport au texte de Maupassant, c'est cette autre chose qui fait sa grandeur et qui fait le prix, et qui fait que le cinéma est un art absolument unique, qui s'ouvre quand même sur un monde beaucoup plus vaste, beaucoup plus uni, beaucoup plus large. Ça, il n'y a que le cinéma, parce que c'est de l'ordre de l'indicible, de l'ineffable. Moi, ce qui m'impressionne chez Ophuls, c'est l'ineffable. Je ne peux pas mettre de mots. J'ai jamais pu écrire une ligne sur Max Ophuls, parce que j'ai l'impression que les phrases, les mots, ne peuvent que le limiter et jamais ne peuvent atteindre cette chose incroyable qui est à l'œuvre sur l'écran. Alors qu'est-ce que c'est? C'est même pas une question de mise en scène, c'est un tout ensemble qui fonctionne comme une sorte d'harmonie supérieure qui se met en place par la musique, par la grâce du mouvement, il n'y a pas un mouvement qui n'ait sa nécessité interne. Quand on voit les contrefaçons grossières d'aujourd'hui, la caméra bouge parce qu'on veut faire du cinéma, mais c'est aberrant. Chez Ophuls, elle bouge tout le temps parce que c'est le sujet même qui implique ce mouvement. C'est le désir d'être, le désir d'aller vers, qui fait que on se déplace. Et c'est toujours de bas en haut, de haut en bas, de droite à gauche. Et tout ça n'a aucune gratuité. Regardez l'entrée au Palais de la Danse, ce que fait le travail de la mise en scène au Palais de la Danse, mais en plus ça pourrait être un pléonasme par rapport à ce que dit le narrateur. Non, pas du tout. Le cinéma apporte aux mots une sorte d'incandescence qui fait, mais vraiment, qui percute et qui pulvérise la phrase du narrateur. C'est extraordinaire. Non, mais en face d'un film d'Ophuls, c'est pas lui le plus grand. On dit bon, c'est Dreyer, c'est Mizoguchi, c'est John Ford. Je vois un film d'Ophuls, oh non, c'est Ophuls. Il y a quand même dans tout ce qui paraît baroque, il y a quand même une ligne droite. Bon. Le chemin d'un point A à un point B, le chemin droit n'est pas forcément le plus direct. Hein? Mais c'est quand même... L'idée est droite et le chemin est détourné. C'est très vrai. Et ça m'évoque d'ailleurs ce que vous dites de sa signature. Ah oui? Oui. Tout en circonvolution et en même temps on sent qu'il va quelque part. Oui. Mais c'est quelquefois aussi, avec les acteurs, ils savaient très bien, ils voulaient aller là. Mais ils savaient aussi qu'ils ne pouvaient pas dire « je veux ça ».
Il fallait qu'il l'enveloppe. À ce propos, en quelques mots, c'était quoi sa méthode? Le charme, la séduction, une voix douce, la persuasion. Tout en étant têtu, parce qu'il voulait qu'on aille là. Là, je suis actuellement donc à la sortie de l'ancien presbytère qui sert de commerce maintenant. Et là, on voit le curé sortir donc ici avec les enfants de chœur et commencer à se diriger vers l'église. Et le curé se rappelle que les burettes ne sont pas prêtes pour répondre la messe. Il envoie un de ses enfants de chœur à une pompe qui se trouvait ici, remplir d'eau une des burettes et puis se diriger donc de nouveau vers l'église. Et donc cet enfant de chœur qui faisait ce travail, nous l'avons retrouvé, c'est Francis Le Herquet. Et ensuite, donc, là, nous passons donc devant la Sainte Vierge. Il y avait une statue de la Sainte Vierge, une fausse Sainte Vierge qui était là. Et puis, donc, on se dirige vers l'église. À cette époque-là, il y avait une entrée ici, il y avait une porte qu'on pouvait franchir pour aller donc dans l'église. C'est très gentil de me raconter tout ça. Oui? Mais je l'ai vécu, moi. Vous l'avez vécu? On avait de la chance. Vous regrettez ce temps-là? Un peu, oui. Combien je regrette? Les années passent. Oui. Oui, mais c'est le thème du film, combien je regrette. C'était quoi la suite? Mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. On me faisait monter l'escalier et on m'a rangé mon voile en haut et il fallait que je redescende en bas là, pour aller à la procession, quoi. Oui. On était les cheveux, l'arrêt au milieu, plaqué là, deux grandes nattes qui nous descendaient là. Et puis autrement la tenue, c'était bleu ciel. Oui, c'était bleu ciel. Hein, complète ça. Et puis bonne couronne, je pense. Et alors les chaussures, je vous dis pas, pointues avec des lacets. Ah, je me rappelle de ça. Oui, oui. Et on descendait en procession là. Oui, hein? Tu te rappelles de ça? Oui, parce qu'il n'avait pas le droit de rentrer à l'église. Ouais. Le prêtre, hier, nous a raconté que vous avez dû voir une première fois. On l'a rencontré à la maison de retraite et il nous a expliqué, le curé qui, à l'époque, était là, avait interdit de rentrer filmer dans l'église. Il faisait recommencer plusieurs fois, beaucoup de fois, en rapport à ce truc-là, que l'histoire du soleil. Là, aussitôt que ça s'assombrissait, bon, il avait des toiles, je me rappelle, des toiles blanches et puis des projecteurs. Mais ça n'empêche que le soleil était pour beaucoup. Et il y a des journées, ça ne tournait pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. C'est vrai que dans notre secteur, c'est rare. Il avait un accent quand même, ce Max Ophuls. C'est ça que je me rappelle le plus, voyez-vous. Évidemment, cet accent de l'Est, puisqu'il était de l'Est. Hein. Mais autrement, ce que j'aimais bien, si vous voulez, expliquait beaucoup. Il expliquait beaucoup. Par moments, il avait même de la patience. C'est vrai, parce que il y a des moments où vous avez beau expliquer, mais ça ne réagit pas toujours pour autant. Hein. C'est vrai.
souvenir spécial, forcément, parce qu'on n'avait jamais vu de tournage comme ça dans la région. Alors forcément, on était émerveillés, quoi. Est-ce que c'est au Moulin du Vey où il y a le Lorne, ou dans les cours d'eau de la Druance, nos actrices se seraient baignées nues et ça aurait fait un gros scandale. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais moi j'en ai entendu parler. Vous vous rendez compte, ça nous rajeunit d'un seul coup de 50 balais, là. Ah oui. Hein? On ne peut pas faire face à l'interrogatoire. On était, avec mon copain, on était tous les deux, là, justement. Et on était sur le mur, quand il y a la procession descend, on était sur le mur, on a essayé de se retrouver tout à l'heure, là. Mais on n'arrive pas à se retrouver. Hein. C'est le départ des prostituées dans le train. Gabin les embrasse dans le compartiment, puis après il s'éloigne. Le train démarre et parallèlement au train, il court en suivant le train et il y a un travelling qui l'accompagne, une trentaine de mètres à peu près. Et c'est superbe de conception parce qu'on a l'impression de suivre non seulement Gabin, mais évidemment le train. Quand le train s'est éloigné, Gabin se retourne et on sent un Gabin bouleversé. Lui qui a couru, là, il s'arrête, puis il repart lentement avec son chapeau. Il a une marguerite sur son chapeau et on le sent vraiment défait. C'est un superbe plan qui en dit long. C'est-à-dire que quand le film a commencé, c'était une charrette et un cheval à M. Burel de Saint-Germain. Le cheval a dû avoir des problèmes, il a dû essayer, il s'est emballé. Jean Gabin avait peur après, ils ont demandé un autre cheval. Alors c'est là qu'ils ont demandé le cheval à un voisin qui avait un cheval blanc, car lui fallait un percheron blanc. Mon père, à cette époque-là, n'en avait pas. Et Par contre, il avait une charrette et le voisin n'avait pas de charrette. D'accord. Alors, c'est là qu'on a utilisé le percheron de M. Jumel et la charrette de mon père. Et il y a encore des vestiges de la charrette. Il y a encore quelques vestiges, mais on peut presque appeler ça des reliques. Bon, alors allons voir les reliques. C'est des petits bouts de bois qui... Et je vous dirais que j'ai un petit peu un sentiment de honte aujourd'hui à vous raconter ça, parce que vous allez comprendre par la suite que j'ai un petit sentiment de honte à vous faire voir ça. Je ne m'étais jamais posé la question jusqu'à aujourd'hui, puis aujourd'hui, devant le fait qu'on remonte les souvenirs comme ça, je dis qu'on a fait subir à cette charrette ce qu'on n'aurait pas dû. Ben, allons voir ça.
En tout cas, elle se trouve dans un endroit absolument splendide. C'est un endroit un peu sauvage, un petit peu sauvage comme ses habitants. Vous voyez qu'on a un petit peu une attitude un peu sauvage. Je comprends ça et j'aime ça. Tout ce qui est trop policé, c'est pas ma cité. Bon, là, on arrive dans les Gouzes. Et ça commence à sentir le purin. Ça commence à sentir le purin. C'est là que je veux en venir un petit peu avec la charrette, quand il a fait subir des choses que je vous dis, je ressens un sentiment un petit peu de honte aujourd'hui. Hein. C'est une charrette qui était en fin de carrière, déjà très usagée à l'époque. Ah oui, il ne fallait surtout pas que ça fasse neuf. Et puis on a... les méthodes de travail changeaient, si bien qu'on ne se servait plus de la charrette. Et voilà ce qu'il en reste de la charrette. La charrette, on l'a mise, on est censé les servir après, on a coupé le châssis et on avait fait reposer cette citerne dessus. Et vous voyez, il reste on voit encore la couleur, elle était bleue. Elle était bleue, donc si. On voit encore des C'est des bouts de châssis de la charrette. Alors, elle servait à transporter le purin des fosses à purin pour les emmener, les étaler dans les prairies. C'était quand même un emploi très noble. Oui, mais enfin, c'est un petit peu dans la merde quand même. Oui. C'est un petit peu... Ça enrichit les prés et les champs. On aurait peut-être dû la laisser, étant donné qu'elle avait eu une fin de carrière exceptionnelle, la chance de tourner dans un film, on aurait peut-être dû arrêter sa carrière là, conserver la conserver en état. Il faut toujours utiliser les choses, il ne faut pas les laisser dans un coin, même quand Bon alors là, vous me reconsolez, vous voyez que je vais avoir un petit peu moins honte. Mais c'est très émouvant de voir qu'il y a encore des petits bouts. Allez-y. Maman lui fut debout fidèle. De cela je ne dirai rien, à moins qu'à lui Dieu ne m'appelle. Mon confesseur n'en saura rien. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Pour moi, c'est vraiment ici que palpite le cœur du film. Sur le trajet même des deux voyages en charrette, entre ce voyage extraordinaire de magie, d'instantané, de goût de la vie qui est cette éclatante charretée de femmes qui fuient sous le soleil, et puis le voyage de Rivet, revenant à la ferme avec ses fleurs fanées, avec ses branchages qui pendouillent sur les bords de la charrette. Et entre les deux se trouve l'essentiel de la maison Tellier.
Je crois que vraiment l'essentiel du film est ici. Je crois l'une des questions qu'on se pose à propos de la Maison Tellier, c'est est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que entre le bordel du début et le bordel de la fin, les rires des femmes au début, les rires des femmes de la fin, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'elles ont fait l'expérience d'une rencontre, d'un ailleurs, peut-être d'une plaie sensible? Et là, je crois qu'en effet, il s'est passé quelque chose, et il s'est passé quelque chose là, sur ces chemins, dans ce fameux pré aux fleurs, et entre les deux voyages en charrette. Et en particulier, cette idée du rythme extraordinaire du cheval, hein, le trot au début, cette espèce d'instant merveilleux, magique, où les femmes traversent ces champs de colza, et où la caméra est entraînée par ce rythme du cheval. Et puis au contraire, au retour, quand Rivet est seul, donc ce pas lourd. Et puis, entre les deux, il y a ce chant, ce fameux chant de fleurs, hein, dont on a beaucoup parlé parce que les fleurs étaient du papier crépon rajouté dans l'herbe. C'est une scène qui est tout à fait extraordinaire. La réplique de Darieux à Gabin est d'une subtilité, d'une élégance, d'une dignité, hein, quand il s'excuse d'avoir été un petit peu leste, et donc quand il lui rend à ce moment-là son identité de femme, hein, quand il oublie son statut de prostituée, et qu'au lieu de lui répondre, elle lui dit merci, c'est effectivement une réplique formidable, mais c'est aussi une scène extraordinaire parce que c'est une scène qui a été décidée sur le tournage, et je crois qu'elle est justement tout à fait représentative de cette espèce de sensation, cette espèce de battement très très sensible dont le film est une manifestation constante, hein. Je crois qu'au-delà du découpage, au-delà de ce qui était prévu, ce qui est important, c'est ce tempo que capte Ophuls. Tout dans l'esthétique d'Ophuls et dans ce passage de l'éphémère, dans cette légèreté de l'instant dont on ressent au moment où on le vit qu'il va passer, qu'il est déjà passé, et qu'en définitive il est aussi cruel que splendide. On arrive à la chapelle, donc à l'église où a eu lieu la communion. Oui. Et là, toutes ces dames descendaient donc à pied et se dirigeaient donc vers l'entrée de l'église. Mais quand j'ai revu l'église, il y a quelque chose qui m'a gênée. Oui. J'ai eu un sentiment bizarre, comme s'il y avait quelque chose, qui manquait quelque chose. C'est pas l'histoire des cloches? Ah ben d'abord, ça c'est anachronique, il y avait un carillon extraordinaire. De cathédrale. De cathédrale et une toute petite église. Mais c'est pas ça, j'avais l'impression d'un vide quelque part. Ah oui, mais ça peut provenir certainement de la disparition de l'if qui était ici. Il y avait un if énorme, voilà, qui était aussi beau que celui-ci qu'on a là. Et celui-là, il avait un petit frère. Ah voilà, donc il a été abattu il y a quelques années, je ne sais pas pour quelle raison. Et puis, oh oui, il est mort, hein, il était très vieux. Oui, oui. Donc ça fait du vide là. Voilà, donc. Alors là, donc toutes ces dames rentrées ici, allez-y. Hein, hop, voilà. Et donc, voilà, on voit le tronc, il reste ça. Alors là, derrière nous, on a aussi la croix des lépreux. Donc tout le monde se dirigeait vers l'église en entendant des cloches, un carillon magnifique, alors qu'il n'y a qu'une toute petite cloche ici. Et là, quand tout le monde
chez Ophuls, ce n'est que de l'impalpable. Ce n'est qu'un état de grâce permanent. Et comment traduire un état de grâce? Ça ne serait pas un état de grâce si on pouvait le définir avec des mots. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de grâce chez Grémillon, mais ce n'est pas le sujet de Grémillon, alors que c'est peut-être le sujet d'Ophuls. Au fond, je me demande si Ophuls n'est pas le plus religieux, le plus spirituel des cinéastes. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est le paradis qu'il essaye de protéger et d'atteindre. Et le bonheur n'est pas gai. Mon Dieu. Il y a des restes, mais ils sont pas beaux. On y a passé du temps, là. Enfin. Faut tourner la page. Ophuls, moi je le trouve intimidant, mais en même temps, il y a quelque chose d'accueillant chez lui. Un film d'Ophuls, c'est pas quelque chose qui impressionne, c'est quelque chose qui, au contraire, nous aide à vivre. La caméra n'opère pas dans le voyeurisme, elle reste une partenaire, têtue, privilégiée, au cours de voyages sans fin. Dame de compagnie ou confidente, elle enregistre, avec une élégante cruauté, faiblesses et mensonges, sacrifices ou défis, résistance ou don de soi, les embrassant d'un même regard implacable. Et c'est l'implacable encore qui structure son écriture. Fabriquant ses décors pour en faire feu, virevoltant, fanfreluchant, il traque les dérobades, dénonce les faux-semblants, étourdit et charme jusqu'à épuisement. Dépouillant son discours de maquillage inutile, il nous l'offre, pudique et nu, bouleversé.
J'entends aussi la voix miraculeusement mélodieuse de Jean Servet, qui, sous une musique réjouissante et opportune, s'immisce en sourdine, légère et profonde comme une blessure à l'âme.